dans ce nouvel épisode de Ask Stago. Je suis Audrey Carlo et j'ai le plaisir d'animer cette nouvelle émission avec Cécile Ourquet. Aujourd'hui, nous discuterons technique avec une question qui nous est venue initialement du Brésil et du Royaume-Uni, mais qui, j'en suis sûre, va intéresser une grande partie de nos auditeurs francophones. Quels paramètres sont les plus importants à vérifier lors d'une calibration ? Cette question nous est venue au départ autour des dosages de facteurs endogènes de la coagulation, mais le podcast va couvrir tout type de tests d'hémostase. Et nous sommes très contentes d'accueillir Inde Abdallaoui. Inde est responsable de la Hotline France et répond depuis plus de 6 ans aux questions de nos clients. Bonjour Inde. Bonjour Cécile, bonjour Audrey, merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est avec plaisir, bonjour Inde. Entrons comme d'habitude dans le vif du sujet et commençons par la première étape à la paillasse, la reconstitution. Quelles seraient tes recommandations ici ? Alors pour la reconstitution des contrôles calibrants et réactifs, c'est à coup sûr la première étape pour réaliser une bonne calibration. Il n'y a pas beaucoup de surprises. Il est important de suivre attentivement les instructions de préparation des réactifs qui figurent sur les notices des produits. Bien entendu, il est préférable d'effectuer une calibration sur des produits fraîchement reconstitués pour éviter tout problème dû à un stockage incorrect ou au vieillissement des produits. Et en plus, si je ne me trompe pas, si on utilise des réactifs frais, ça réduira largement le champ des investigations s'il y a un problème. C'est ça. Et comme toujours pour les produits lyophilisés, la qualité de l'eau et l'étalonnage de la pipette sont très importants. N'oubliez pas de vérifier les réactifs auxiliaires tels que le tampon Over and Color par exemple, qui est utilisé pour la dilution. Ce qui arrive parfois avec les diluants, c'est que les utilisateurs les stockent dans un réfrigérateur puis les remettent à bord en ajustant la stabilité. Des erreurs peuvent facilement y être commises, telles que des contaminations lors des manipulations par exemple. La personne qui nous a envoyé cette question faisait référence à l'étalonnage des dosages de facteurs de la coagulation. Parfois, certains laboratoires congèlent les échantillons pour analyser un lot d'échantillons justement de patients, par exemple 1 ou 2 séries par semaine. As-tu des astuces pour ce type de test ? Eh bien, comme les dosages de facteurs sont des tests de spécialité, les recommandations précédentes sont essentielles. Un deuxième conseil est d'exécuter la calibration en poulant les flacons de réactifs si on a une série importante d'échantillons. Il y aura plusieurs avantages, tels que la réduction de la position des flacons de réactifs à bord, la réduction du volume mort, mais surtout, on peut aussi planifier à l'avance. Ça évitera d'arrêter l'analyse en raison d'un réactif manquant ou de ne pas obtenir tous les points de la calibration. Et c'est vrai qu'en plus, sur la paillasse d'hémostase, on est habitué à manipuler un grand nombre de flacons. Maintenant que mes produits sont prêts et reconstitués, j'ai une question importante. Faut-il exécuter la calibration en simple ou en double ? Alors encore une fois, si une mesure en double est obligatoire, en raison d'une extrême sensibilité du produit par exemple, tout sera détaillé sur la notice du produit. Pour répondre concrètement à ta question Audrey, l'exécution en double produira statistiquement une calibration plus robuste, car cela fournit un point de contrôle supplémentaire. Je le recommande fortement pour les dosages de facteurs, car c'était la principale origine des questions que vous avez posées, et en particulier lorsque la calibration effectuée est prévue pour durer aussi longtemps que le lot de réactifs n'est pas périmé. Mais ce n'est pas forcément obligatoire. Alors, une autre question très fréquente du terrain pour toi. J'ai déjà vu des clients exécuter des tests de spécialité après la maintenance hebdomadaire de leur instrument. Je suppose que c'était pour analyser des échantillons dans un instrument qui jugeait le plus propre possible. Est-ce une vraie recommandation ou quelque chose à suivre ? Alors, ce n'est pas obligatoire, ni même avéré plus efficace. Ce que vous devez faire, c'est de respecter le calendrier des maintenances de l'instrument en général et en suivant les recommandations du fabricant. Et nous sommes déjà à la dernière étape, comment valider les résultats de la calibration ? Alors la première chose et la plus simple, c'est de vérifier le coefficient de corrélation, qu'on appelle valeur R. En fonction de la méthodologie du test, la limite inférieure de cette valeur R peut varier. Dans la plupart des cas, le coefficient de corrélation doit être d'au moins 0,995, mais par exemple, il peut être réglé à 0,997 ou 0,998 pour certains dosages, en fonction de ce que le fabricant a validé. Deuxièmement, on peut vérifier l'aspect de la courbe, en particulier lorsqu'elle est linéaire. Une courbe doit passer à proximité de tous les points de mesure. Et si votre calibration est effectuée avec des points d'étalonnage obtenus avec différents flacons de réactifs, ce coefficient de régression est justement un très bon indicateur de la qualité de la reconstitution des flacons. Si la calibration est réalisée avec un seul flacon de réactif, on peut supposer ici que la meilleure détermination sera encore une fois
de passer les points en double. C'est exactement ça. Un bon conseil est de ne pas avoir plus de 10% de différence entre chaque point en double. Mais encore une fois, pour certaines méthodologies de test, la limite de différence relative entre les doublons est inférieure. On peut noter aussi qu'il est possible de relancer un point de calibration ou supprimer l'une des mesures en double si on ne répond pas aux critères pour l'une des concentrations du calibrant. Mais, et surtout si la calibration est destinée à être utilisée toute la durée de vie du lot de réactifs au laboratoire, je conseille vivement de relancer l'ensemble de la calibration si vous ne répondez pas à ces critères. Et le dernier point serait de vérifier qu'il n'y a pas plus de 10% de différence entre la valeur attendue du calibrant et l'interpolation, donc c'est-à-dire le résultat lorsque vous avez votre courbe. Et j'ajouterai ici peut-être une petite astuce du terrain que je recommandais souvent à nos clients, ce qui était de conserver quelques calibrations quelque part d'anciens lots, imprimés ou stockés dans votre data manager par exemple. S'il y a un doute, il est très pratique d'avoir un bon exemple de courbe précédente et pour voir l'aspect général de la courbe, bien sûr, sa pente, son origine, son ordonnée à l'origine, mais aussi les résultats bruts attendus pour chaque point qui sont souvent assez semblables d'un lot à l'autre de calibrant. Là, c'est vraiment le terrain qui parle et l'expérience qui parle. Merci pour l'astuce, Cécile. J'ai encore une petite question pour toi, Inde. Que dois-je vérifier pour un test précalibré ? Les contrôles de qualité, bien évidemment. Le but avec un test précalibré est de ne rien avoir à faire. En fonction de la technique, vous n'aurez qu'à saisir ou changer le temps témoin, c'est-à-dire le point 100% comme pour le TP par exemple. Puis l'essentiel est d'exécuter les contrôles de qualité, c'est ce qui est important. Et pour déterminer son témoin, nous vous rappelons que nous mettrons dans la barre de description un podcast qui a été enregistré avec Arnaud Rouvière sur ce sujet. Inde, à toi de conclure. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ce passage et de ce podcast aujourd'hui ? Alors, ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, c'est que pour obtenir une bonne courbe de calibration, il faut s'assurer que les réactifs soient correctement reconstitués, que le tampon Ovron Color est fraîchement chargé à bord, que la maintenance utilisateur est bien effectuée régulièrement et que le volume des réactifs et des consommables est suffisant. C'est très clair. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il est temps pour nous de terminer cet épisode. Merci Inde pour toutes tes réponses. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter ou de vous abonner à la série de podcasts Ask Stago. Vous pouvez aussi nous contacter à ask@stago.com pour challenger notre équipe et proposer le prochain sujet. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui et à la suite au prochain épisode. Ce podcast vous est proposé par Stago. Diagnostics is in our blood.